Massy. Alors pour revenir à l'habitat René Moret, beaucoup de familles à l'époque, c'est un confort pour eux de rentrer au niveau de la modernité ces bâtiments. Quand on allait voir les parents, forcément, les parents étaient parfois étonnés parce que dans la région, c'était pas toujours très les commodités, comme on dit. Il n'y avait pas toujours tandis qu'ici, vraiment, ça répondait à leurs besoins, quoi. Alors Thierry, vous êtes né en mai 70, quasiment avec la ville des Ulysses. Vous avez grandi aux Ulysses, même si vous êtes né à l'époque, comme beaucoup de gens d'ailleurs de cette époque, à l'hôpital d'Orsay. Alors quels sont vos souvenirs de minots justement à cette époque, des années 70 ? Mes souvenirs, c'est, je pense, beaucoup de boue. Plus précisément, ce qu'on appelle les terrains vagues. Donc des espaces non structurés, non aménagés, dans lesquels on allait jouer. Et donc des jeux, alors l'été c'était très agréable avec les plantes non coupées, l'hiver c'était autrement agréable avec la boue. Il y avait aussi des terrains, des terrains vagues, terrains vagues avec, on faisait du cross. Il y avait des terres de remblai, je me rappelle, à la place du terrain stabilisé derrière le stade Jean-Marc Salinier. Il y avait des buts peut-être de 4-5 mètres et on jouait dedans. Donc souvent... C'était pour vous une grande liberté à l'époque, j'imagine. René parlait des enfants avec la clé autour du cou. Il y avait comme ça les parents, comment ils vivaient ça à l'époque, de voir partir les enfants comme ça sur le terrain vague souvent ils ne savaient pas trop. Ils savaient que nous sortions pour aller jouer. La ville, avec ses zones piétonnes, permettait aux enfants d'être assez en sécurité. Donc on allait souvent dans ces zones-là pour s'amuser, pour découvrir la nature, pour jouer. Aller au cinéma. Oui, tout à fait. Oui, il faisait partie des minots qui venaient au cinéma à la Maison pour tous. J'ai aussi un autre souvenir, c'est par rapport à la végétation. J'ai souvenir qu'on voyait des gens installer des arbres, planter des arbres, et on se disait, mais dans combien de temps ils seront grands, on les verra jamais grands. Et le souvenir que j'ai en tant qu'adulte aujourd'hui, c'est d'une part ces terrains vagues et ces arbres. Le premier ont disparu parce que la ville grandissait, évoluait, et les arbres ont grandi avec la ville. Et maintenant, ces arbres sont majestueux, et je pense à la hauteur de la ville. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Alors on va dans les années 70, et vous en êtes le parfait exemple, Thierry, on était au plein cœur du baby boom. Alors évidemment, il y avait un taux de natalité extrêmement élevé. D'après une enquête de 1973, les Ulyssiens à l'époque étaient issus de la classe dite moyenne. Oui, ils avaient des enfants, ils avaient en général leur moyenne, ils avaient 3 enfants par famille, et plus de 50% d'entre eux avaient moins de 3 ans. Alors c'est dire l'importance à l'époque que revêtaient des questions primordiales d'aménagement, notamment en termes de crèches, d'écoles et de tout ce qui concerne les loisirs. Alors, les habitants étaient là, les villes, les tours étaient sorties, on l'a vu. Maintenant, il ne restait plus qu'à faire vivre cette ville. André Barraud, réalisateur d'un documentaire en 77, a immortalisé sur la pellicule les débuts des Ulysses. À l'époque, il habitait à Monget. Caméra au point, il filme les chantiers où une main-d'œuvre issue de l'immigration travaille pour construire la ville. Avec son film, il témoigne de la situation très inconfortable pour les premiers Ulyssiens. C'était un immense champ de boue, partiellement bétonné, là où ça pouvait. C'était complètement erratique et les premiers habitants ne se sont pas vraiment gâtés. En 77, le centre-ville des Ulysses était encore en chantier, le marché occupait un vaste terrain vague. La priorité pour les premiers élus, en finir avec les travaux. L'urgent et l'important pour nous, c'était de reprendre les choses en main, de reprendre le pouvoir sur l'aménageur, la Samboy. Il y avait 2 types de préoccupations. D'une part, le quotidien, l'urgence, sortir de la boue, finir les dalles, les cheminements, les approches des écoles. Mais il y avait aussi à créer le centre-ville. Un centre-ville à imaginer, un marché couvert, un cinéma, mais aussi la création d'un bureau de poste. En 78, construction d'une salle de spectacle Boris Vian, ou encore en 87, l'ouverture de la médiathèque. Il fallait créer des réseaux, financer les écoles, et donc à faire financer des équipements par une seule génération, la génération des premiers occupants. Et donc autant il y avait des recettes via la zone d'activité de Courtabœuf, autant les dépenses étaient colossales. Si les architectes ont créé les bâtiments, les premiers habitants ont, eux, imaginé la vie qui allait avec.
La ville compte déjà plus d'une 50aine d'associations, avec notamment le comité des fêtes, le club omnisport et dans les années 80, l'éveil musical ulyssien. Je crois qu'à l'époque, il y avait une très grande solidarité. La mise en commun, quel que soit le sujet, qu'il soit, je disais, culturel, social, sportif ou tout autre, était d'une très grande richesse. Et on aimait se retrouver. Tout le monde venait avec nous, tout le monde venait vers nous. Et puis les animations avaient quelque chose de très particulier parce qu'on innovait. C'était presque un rêve et on ne peut pas l'oublier. Des élus qui ont appris à administrer ou encore des militants associatifs qui ont fait vibrer la cité à la sueur de leur front, les Ulysses sont devenus au fil du temps une ville à l'image de ses habitants. Retour sur notre plateau, nous sommes toujours au plein cœur de la ville des Ulysses qui célèbre ce soir ses 30 ans. Alors vous pouvez également nous rejoindre ici juste en contrebas sur l'avenue des Champs-Laniers où la fête bat son plein jusqu'à 23h au moins. Alors on poursuit avec nos deux invités, Laurent Monnier et Bernard Amar. Bonsoir, merci d'être là avec nous ce soir. Bonsoir. Alors Laurent, vous êtes en quelque sorte le monsieur association de la ville. Expliquez-nous ce qui est en train de se passer juste à quelques mètres de nous. Eh bien, le projet ce soir, c'était de faire la fête. Donc on fait la fête avec les associations, avec les habitants, en les faisant descendre dans la rue. On met de la musique et on propose aux habitants, via les associations, des mets de toutes origines préparés par les associations. Et on va voir que les associations ont un rôle très très important dans la ville. Alors par ailleurs, on peut voir que sur les tours, figure emblématique de la ville, actuellement il y a un spectacle de lumière. Mais l'attraction principale de ce soir, c'est la mise en lumière des tours des bergères, des tours du centre-ville des Ulysses, par le collectif Alambic, qui est un collectif d'artistes qui a un lien avec la ville des Ulysses, de près ou de loin. Certains ont travaillé aux Ulysses et ils ont réalisé une mise en lumière spécialement pour l'occasion. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces tours en images là ? Quels sont les symboles ? C'est en fait des créations dessinées et faites sur des grosses diapositives qui est la spécialité du collectif Alambic. Parfait. Alors effectivement, Sandrine, il y a beaucoup de monde ce soir dans l'avenue des Champs-Laniers, on le voit sur ces images et apparemment ce n'est pas fini. Nous l'avons vu dans le précédent reportage, une des richesses de la ville des Ulysses, c'est son tissu associatif. On le voit, il y a encore beaucoup d'associations ce soir. Il y a plus de 350 associations ulyssiennes différentes. Bernard Amar, bonsoir. Alors vous, les associations ulyssiennes, vous les connaissez bien et l'esprit de fête aussi. Vous avez travaillé avec elles pour la réalisation de vos grands sons et lumières, comme nous le voyons sur ces images. Alors des spectacles gigantesques. Le bicentenaire de la Révolution française, le Parc en folie ou encore la fête de la fraternité. C'était quoi, Bernard, l'esprit de ces spectacles que vous faisiez aux Ulysses dans les années 90 dans le Parc Nord ? Alors, il faut dire que tout ça avait commencé par la création du comité des fêtes. Ce que vous venez de voir comme image de défilé, tout ça avait été fait par des bénévoles, une équipe du comité des fêtes et on allait des fêtes de quartier avec des animations de quartier jusqu'à finir avec des fêtes de défilé de chars, d'1 kilomètre de chars. Après est venue la phase des grands spectacles et effectivement elle a commencé en 89 pour l'anniversaire, donc le bicentenaire. Et là, le besoin aussi bien au comité des fêtes que dans ces fêtes, c'est de ne plus travailler simplement dans son association, mais de se rencontrer interassociativement. Et là, effectivement, le donjon avait et a toujours une place extraordinaire. C'est de coordonner, c'est de réunir l'ensemble de ces associations. Et nous étions à l'époque une petite équipe et chaque, je dirais, animateur de ce donjon a donné son caractère. Et à un certain moment, il y a eu un animateur que je citerai quand même parce qu'il a du mérite et les autres avant aussi. Je citerai Roland Guédonné, je citerai Madame Romby et Paul Lamour est arrivé après. Et lui, son dada, c'était le spectacle. Alors rapidement, Bernard, en quelques mots, vous répétiez pendant des heures. Comment expliquez-vous l'engouement des participants ? Alors d'abord, si vous voulez, il y avait une petite équipe qui montait les scénarios, qui montait les musiques, et qui ensuite distribuait des scènes à chacune des associations. Donc les associations pouvaient répéter de leur côté, on les faisait répéter chacune de leur côté. De temps en temps, on faisait des répétitions, mais jamais on n'avait fait de répétition générale. Il y avait une répétition générale le matin, sans lumière, sans son, sans aucune. Donc nous étions les premiers
à voir ce spectacle. Il n'avait jamais été joué et on était nous-mêmes émerveillés du résultat de ce que nous avions fait. C'était du bout à bout, des bouts de ficelle, des dialogues enregistrés, des choses comme ça. Et au bout du compte, on voyait ce grand spectacle avec des milliers de personnes dans le parc qui avaient été aménagées avec une colline et puis les lacs en contrebas. Merci Bernard et Laurent d'avoir partagé cet enthousiasme. On sent qu'il est loin d'être éteint. Alors, comme ces 30 bougies là qu'on est en train de fêter aux Ulysses. Et puis à bientôt peut-être pour un autre spectacle son et lumière, qui sait. Alors, on l'a vu, beaucoup d'associations, forcément, ça crée des passions, voire des vocations pour les plus doués d'entre nous. Intéressons-nous maintenant aux Ulyssiens célèbres. Bien sûr, il ne s'agit pas de dresser une liste exhaustive ou encore un palmarès, mais plutôt de faire un clin d'œil à cette ville des Ulysses, décidément très fertile en talent. Thierry Henry, aujourd'hui grand footballeur, a passé son enfance aux Ulysses avant d'intégrer l'équipe de France ou son club d'Arsenal. Thierry Henry a d'abord usé ses crampons au CO Les Ulysses. Autre grand joueur, Patrice Evra, né à Dakar, mais arrivé très jeune dans la ville. Recruté très rapidement par des clubs italiens comme Marsala, le jeune joueur recroisera le chemin de son ami Thierry Henry en équipe de France dès 2004. Dans une toute autre discipline, c'est Lassène Majdi qui fait également les grandes heures des Ulysses. Le tennisman en fauteuil a fini médaillé d'argent aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. Mais outre ces sportifs mondialement reconnus, la ville des Ulysses recèle également des auteurs à l'image de Patrick Lapère, écrivain et professeur au lycée de l'Essourio. Il reçoit le prix du livre inter en 2004 pour son roman L'Homme Sœur. Toujours dans l'écriture, mais avec une plume beaucoup plus acérée, Cynique est devenu en quelques années l'une des figures de proue du rap français. Il débute dans le collectif Amalgame et arpente alors les scènes essonniennes. 7e art maintenant avec l'acteur, réalisateur et producteur Hafid Aboulayan. Ce jeune Ulyssien a d'abord fait ses armes au théâtre avant de passer à la réalisation. On le voit ici en compagnie de Jacques Weber dans Le poids du silence, un court-métrage réalisé par David Ben Moussa. Si Hafid Aboulayan est passé derrière l'objectif, Dara Indoum reste lui devant. Cet acteur cascadeur a participé à de grosses productions comme Taxi 3. Il a même créé une association Action No Limites afin de promouvoir le cinéma d'action en France. Qu'on se le dise, l'Ulyssien est éclectique, qu'il soit sportif, écrivain ou bien encore dans la musique. Force est de constater qu'il ne fait jamais les choses à moitié. Effectivement. On poursuit notre émission sur un tout autre registre, celui de l'économie et de l'emploi. Difficile d'évoquer cette ville sans parler de son parc d'activités, celui de Courtabœuf. Dès 1964, les architectes ont tenu à ce que cette ville soit dotée d'un parc industriel afin de lui donner les ressources financières nécessaires à sa survie. À cheval sur les communes des Ulysses, de Villebon et de Villejuste, Courtabœuf fait partie aujourd'hui des parcs technologiques les plus grands d'Europe. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1056 entreprises au dernier recensement. Bienvenue à Courtabœuf, le plus grand parc d'activités tertiaires d'Europe. 24 000 salariés font vivre chaque jour ce site. Difficile de croire qu'ici même, il y a tout juste 40 ans, les champs de fraises s'étendaient à perte de vue. 1967-1968, premières implantations sur le site d'activité. Atochimie, filiale de Total, puis Hewlett-Packard et le fabricant d'instruments scientifiques Varian s'installent sur le site de Courtabœuf. On a choisi Courtabœuf pour plusieurs raisons, parce que d'abord il y avait du terrain et on était à proximité d'Orly, ce qui nous permettait des déplacements faciles en France et dans toute l'Europe. Surfant sur la vague de l'informatique et du secteur biomédical, le parc d'activités accueille au fil des ans des grandes firmes, véritable locomotive pour une kyrielle de petites entreprises. Des TPE-PMI d'ailleurs largement majoritaires aujourd'hui à Courtabœuf. Pour faciliter l'implantation des jeunes sociétés, le parc est doté depuis 17 ans d'un incubateur d'entreprises. En créant une pépinière sur Courtabœuf, l'objectif est de faciliter la création d'activités et surtout le développement d'emplois locaux, puisque les créateurs qui viennent ici habitent généralement dans les environs et vont employer du personnel qui va habiter à quelques kilomètres du parc. Favoriser l'emploi et surtout le fixer localement. En grandissant au sein d'Apis Développement, les entreprises auront 9 chances sur 10 d'être pérennes au bout de 5 ans. Autre signe de dynamisme à Courtabœuf, la capacité d'accueillir toujours plus de salariés. Aujourd'hui, il y a une soixantaine d'hectares, à la fois sur Villebon, sur les Ulysses et sur Villejuste qui sont disponibles. C'est effectivement l'un des plus grands atouts de Courtabœuf aujourd'hui, puisqu'on est dans un contexte de rareté foncière relativement exceptionnel et renforcé ces dernières années.
Pour peser à l'échelle régionale et pour améliorer sa lisibilité à l'international, le parc se dote d'un syndicat chargé de sa gestion. Depuis le 1er janvier, l'agence Courtabœuf Développement possède un budget et un exécutif propre. La modernisation va pouvoir s'engager. Elle commence très prochainement avec une nouvelle signalétique pour mieux se retrouver sur les 400 hectares du parc. Alors après les logements, les loisirs et l'emploi, retour vers le logement, qui est quelque chose d'important pour les Ulyssiens, pour tout le monde, mais également évidemment pour les Ulyssiens. Les tours des Ulysses sont l'essence même de la ville. Pour preuve, elles sont également le symbole du logo de la commune. Alors elles ne répondent plus forcément aux besoins, au mode de vie de ses habitants. Les Ulyssiens ont grandi, les enfants des Ulyssiens ont fait eux-mêmes des enfants. Bref, en matière de logement, les besoins évoluent. Alors il faut désormais proposer une offre résidentielle plus variée. À l'approche de la trentaine, dans les années 2000, c'est l'heure des premiers liftings pour la ville. Il s'agit maintenant de réinventer la commune. Septembre 2004, des slogans publicitaires fleurissent un peu partout dans les rues ulyssiennes. Sur des 3x4 ou sous les abribus, le message est le même. Les Ulysses, ça n'est pas la cité dortoir que certains décrivent. Au début, les Ulysses n'avaient pas une image excellente, donc cette campagne de publicité a contribué à changer l'image de la ville. Si à sa création dans les années 60, la ville des Ulysses faisait figure de modèle en matière d'urbanisme, les quartiers conçus indépendamment et la structure à 2 niveaux imposent une révision générale. La ville a besoin d'un lifting. Cet urbanisme de dalle, avec son système de passerelles, fonctionne assez bien dans la plupart des quartiers. Dans certains, il y a des entorses à cette séparation de la circulation automobile et de la circulation piétonne. Les piétons ne sont pas tous en sécurité et des quartiers se renfermaient sur eux-mêmes. Vient donc le temps des grands chantiers. Ils vont façonner sur 10 ans un nouveau visage de la ville. Petit zoom sur le centre. Étonnant, mais il s'agit du quartier le moins dense des Ulysses. Au revoir la passerelle du printemps peu utilisée ou l'ancienne piscine. Pour redynamiser le centre, une place est créée. On introduit des logements, les commerces sont abaissés au niveau de la rue. Les quartiers s'ouvrent sur la ville et ça se voit. L'urbanisme ne peut avoir un espoir de réussir que si, en même temps qu'il se fait, on continue à avoir un accompagnement social de cet urbanisme. Parce que la ville n'est pas quelque chose qui se décide un jour et qui se fabrique en un jour et qui est fini, c'est quelque chose qui est continu. Le bâti n'est effectivement que la plus visible évolution de la ville. Pour procéder à des changements en profondeur, des efforts particuliers ont été fournis en direction de l'encadrement des jeunes Ulyssiens. Le projet de réussite éducative a permis de formaliser les choses.